vous avez remis vos portables en silence. Donc, le premier intervenant, ben, c'est Roland. Là, je garde le micro. Et ensuite, ce sera Pierre Yvon. Et Bon, je me présente, donc Roland Olivier. Je suis membre de l'USR, je suis au bureau de l'USR 13. J'anime le collectif retraité de la région Martigale, pour ceux qui connaissent. Et je suis aussi, disons, au collectif de direction de Monuel à Martigues. C'est une nécessité en tant que retraité pour moi. Donc je voudrais revenir sur quelques points, à mon avis, fondamentaux, notamment sur l'utilité du syndicalisme retraité. Parce que si on ne commence pas par là, on ne va pas y arriver. Pour moi, l'utilité du syndicalisme retraité, c'est avant tout la continuité syndicale, non pas la continuité syndicale, du syndical. Continuité syndicale, pour moi, quand j'ai entendu ce mot, j'ai dit, ah tiens, bon, il y a une rupture. Pour moi, il n'y en avait pas. Bon, il n'y en avait pas parce que j'étais dans la continuité revendicative. Et quand je dis ça, c'est quand même historiquement quelque chose qui ne devrait pas nous échapper, puisque le syndicat, il est né à partir de ça, que je sache. Sinon, il n'y aurait jamais eu de création de syndicat. Hein, s'il n'y avait pas eu de revendication au départ, il n'y aurait pas eu de création de syndicat. Donc c'est bien, notre première utilité, c'est la continuité revendicative. Ensuite, j'ai entendu ce matin aussi se poser la question retraité salarié. Effectivement, mais après, une fois qu'on a dit ça, il faut expliquer pourquoi. Il faut quand même faut pas en rester au fait uniquement de dire on continue effectivement à être des salariés. Mais à partir de quoi? Mais à partir tout simplement du salaire socialisé. Le salaire socialisé, c'est ce qui nous unit dans le monde du travail, de la naissance à la mort. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Bien qu'il y en ait qui voudraient que ce soit différent. Hein? Donc à un moment donné, ça aussi il va falloir peut-être revenir là-dessus, dans nos argumentations, dans notre bataille des idées, peut-être le répéter. Alors je dis ça pourquoi? Pas seulement pour nous, qui sommes des générations qui ont baigné dans ça, mais surtout pour les nouvelles générations, qui sont en manque de repères, qui sont en perte de repères, et qui même dans nos militants, dans les entreprises. Parce que si on ne le dit pas, effectivement, la continuité revendicative ne se fera jamais. Donc on a tout intérêt, effectivement, à mener cette bataille des idées. On continue, hein, c'est-à-dire aussi bien avec les actifs que vis-à-vis des retraités, quand on va sur les points de rencontre avec les retraités qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève le syndicalisme. Hein, ça aussi, ça existe. Hein. Ça aussi, il faut le faire. Donc ces pertes de repères, il va falloir y remédier aussi, hein, pour qu'on puisse, disons, avancer en bon ordre et tous ensemble. Ensuite est venu aussi dans les discussions, et à mon avis c'est quand même quelque chose d'important dans la période, c'est comment on va prendre ces élections à venir. Comment dans la CGT on va, disons, rétablir certaines propositions qui nous semblent alléchantes, mais qui sont complètement, pour moi, c'est mon avis, et je peux me tromper, ce sont des pièges dans lesquels il ne va pas falloir tomber. Donc il va falloir établir certaines vérités. Dans certaines propositions, il va falloir les décortiquer et les rétablir dans leur bon ordre. Parce que quand on parle simplement, je prends un exemple, le salaire universel, derrière, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir bien ouvrir les yeux à l'ensemble des gens qui vont aller voter, quoi. Le salaire universel, pour moi, aujourd'hui, dans les propositions qui sont faites, c'est la mort de la Sécu derrière. Hein. On est d'accord là-dessus, donc il va falloir le dire. Hein, sinon, on ne va pas se faire comprendre. Il faut le dire clairement. Voilà, je n'irai pas plus loin. Et je vais laisser la parole au suivant. Le suivant, c'est Pierre-Yvon, là au milieu. Pierre-Yvon Pellegno, donc je suis militant aux finances. Je représente ici pour l'Union fédérale des retraités des finances, d'autant que vendredi dernier, nous avons fait une réunion régionale
pour pouvoir poursuivre notre activité, notre action, suite à la conférence nationale que nous avons tenue fin novembre, début décembre. Donc, je crois que ça c'est important, parce qu'effectivement, le débat de fond, c'est comment la continuité syndicale, le lien actif-retraité, c'est sûr, on a des intérêts communs à défendre. On l'a prouvé dans les manifestations, contre la loi El Khomri, on était présents, on a combattu avec des actifs, aux côtés des actifs. Et ça, c'est une preuve quand même qu'on est proche d'eux. On participe toujours donc dans les sections syndicales, donc à l'activité. Là, aux finances, on a participé à la bataille pour défendre les services de proximité, les trésoreries des finances. Malheureusement, on n'a pas gagné, mais dans certains endroits, quand on a obtenu des reculs, comme les ramasses par exemple. Donc ça, c'est aussi quand même important, ce lien-là. Dans nos villages aussi, avec d'autres camarades, on se bat pour sauver notre bureau de poste, particulièrement dans notre village, parce que ça fait plus de 18 mois qu'on se bagarre, et ce soir, il faut la rentrer vite parce qu'on a une réunion publique avec notre maire là-dessus. Bon, il y a des difficultés, des obstacles, mais il y a quand même toutes ces questions qui se posent. Je pense qu'il y a une question, qu'on a débattu dans d'autres conférences, c'est le fait que s'il n'y a plus de protection sociale, bon, c'est sûr que le bien-être et notre survie est en question. J'ai aussi un mandat d'administrateur à l'URSSAF pour la CGT PACA. Il est évident aujourd'hui que les patrons font tout pour bénéficier des aides de la manne à guichet ouvert du gouvernement, et de l'autre côté, moins et moins de moyens pour le Sécu, ce qui conduit effectivement le gouvernement à dérembourser de plus en plus, et aujourd'hui à casser l'hôpital public. Donc je pense qu'on doit être aux côtés des camarades des fédérations d'action sociale là-dessus. Ils sont battus le 8 novembre, et ils proposent une manif nationale à Paris le 7 mars. Et je pense qu'il ne faut pas rater ce rendez-vous-là, parce que là aujourd'hui, il s'agit de défendre l'édifice social qui a été construit en 1936. Et ce n'est pas le parti qui l'a fait quand même en 1936. Il faut aussi le dire, et le succès du film La Sociale le démontre. Donc, voilà. Alors, sur le lien aussi actif-retraité, bon, c'est évident, je donnerai 3 exemples. Sur le suivi post-professionnel, d'autres camarades l'ont dit avant nous, mais à une époque, nous, on avait des gros ordinateurs, il y avait des dactylocodeuses. Et ben, ces filles-là, elles sont en difficulté, elles ont toutes des problèmes. Dans d'autres, ils étaient aussi dans des immeubles amiantés, comme camarades de l'INSEE à Nantes, par exemple, font pareil. Le lien actif pensionné, on l'a répété, on l'a redit dans notre appel de la conférence aussi, c'est la défense du code des pensions. Défense du code des pensions, ça intéresse les actifs. Le retour à la péréquation, c'est important aussi, parce que c'est rejoindre la bataille contre PPCR, la proposition du gouvernement visant à démolir les carrières dans la fonction publique. Et aujourd'hui, il y a quand même un gros enjeu aussi au niveau des complémentaires santé, parce que comme la Sécurité rembourse, la mutuelle a payé en charge beaucoup de choses, et aujourd'hui, eh bien, notre mutuelle accepterait l'éviction de plus de 65 ans. Et on ira là, comment on va payer? Et ça aussi, c'est toute une construction qui vient dans le cadre des référencements de la procédure qu'on a chez nous par rapport à ça. Donc, nous, on a fait une proposition sur le terrain de dire, bon voilà, il faut expliquer tout ça aux actifs, il faut expliquer tout ça aux retraitables. Donc, on propose de faire des tournées de services, enfin des réunions dans les services où on serait présent pour expliquer ça aux camarades, pour leur dire l'importance de rester CGT, justement aujourd'hui de développer ces collectifs finances dans les départements, en symbiose avec les camarades de la région, etc., pour les aider aussi par rapport à ça, en relation avec l'USR, en relation avec l'UCR, parce qu'on est dans le même pétrin, et donc tout ça, il y a beaucoup de choses aujourd'hui à défendre, il y a un gros enjeu aujourd'hui. Donc, Émilie Cantrain du comité régional, donc la structure interprofessionnelle régionale. Je suis sinon issue de l'ANPE et donc aujourd'hui de Pôle emploi. Et au comité régional, j'ai plus particulièrement en charge des questions emploi, formation, développement économique, santé au travail, protection sociale. Je vous en passe les meilleurs, mais on n'est pas très nombreux, donc comme il y a beaucoup de travail, on essaie de découvrir un peu tous les champs, mais c'est compliqué. Mais on progresse. Je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui parmi vous. J'ai trouvé ces débats très riches et très intéressants et très CGT. Je suis toujours, il n'y a pas de souci, on se reconnaît bien à la fois
dans ce que vous défendez, dans la manière de porter des revendications, dans l'aspect qui reste très combatif, etc. Donc ça c'est une forte dynamique, ça fait vraiment plaisir à voir et à entendre. Et puis aussi dans toutes les difficultés, je crois qu'on traverse aujourd'hui dans la CGT, pas uniquement chez les retraités, mais dans toute l'activité syndicale et dans toutes ces questions de qualité de vie syndicale qu'on retrouve tout le temps, partout, à tous les niveaux, dans les syndicats, dans les fédérations je connais moins bien, mais quand même, je sais qu'il y a un peu des projets de restructuration qui font débat, dans les comités régionaux, dans l'interpro, en fait, tout le monde réfléchit beaucoup aujourd'hui dans la CGT à ces questions, et donc vous n'êtes pas en dehors du débat. Je trouve qu'on est complètement dans les sujets qui nous traversent, et que cette question effectivement des retraités, eh bien, elle ne concerne pas que les retraités. Donc effectivement, j'espère que les autres structures de la CGT vont également s'en préoccuper, parce que sinon, s'il n'y a que vous qui y réfléchissez, on ne va pas s'en sortir. Ceci dit, quelques éléments de réflexion. Moi, je pense qu'une des difficultés sur le fait de rester aujourd'hui de cette continuité syndicale à la fin de son activité professionnelle, elle réside aussi, je pense, dans les questions de travail, et qui font qu'aujourd'hui, il y a une telle difficulté dans le travail pour les salariés, que quand on part, on part. Et pour beaucoup aujourd'hui, je crois que quand ils lâchent leur activité professionnelle, ils veulent une rupture complète et totale. Et que ça, c'est une vraie difficulté. Donc ça montre bien que c'est bien en travaillant notre syndicalisme chez les actifs aussi, qu'on le travaillera chez les retraités, que vraiment, je pense que les choses ne se posent pas, et qu'on a un gros sujet là-dessus, à mon avis, qui fait que je pense que ça contribue, c'est pas le seul élément, mais c'est un des éléments qui contribue à ces ruptures. Cette question de la continuité syndicale, par ailleurs, alors à table, il se trouve qu'on en a un peu parlé avec les camarades avec qui j'étais, je pense que c'est pas qu'une problématique de retraités non plus. Pour être agent de Pôle emploi, je suis un peu intéressée aussi à ce qui se passe du côté des chômeurs, et c'est assez dramatique que dans la CGT, quelqu'un qui quitte sa boîte, qui en est viré, bien souvent, on le voit, alors là, il est encore bien plus perdu que quand il part en retraite. Que quelqu'un qui va décider de quitter sa boîte pour en intégrer une autre, souvent il disparaît aussi. Donc on a plein, je pense, comme ça, dans le monde aujourd'hui, malheureusement, même sur un combat extrêmement fragile, précaire, où les salariés changent tout le temps de boîte, d'entreprise, de lieu, déménagent, etc. On a quelque chose dans la CGT à réfléchir, à travailler sur une continuité syndicale, mais tout au long de sa vie syndicaliste. Je pense que ce n'est pas uniquement au moment de la retraite, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se rejoindre. Je crois aussi qu'une des difficultés, alors vous l'avez pointé quand même, c'est qu'aujourd'hui il y a une grosse difficulté quand même dans l'interpro en général. On a beaucoup d'unions locales en très grande difficulté, les unions départementales, alors je connais un peu notamment celle des Hautes-Alpes par exemple, mais il y en a d'autres qui sont aussi en difficulté pour mener leur activité au quotidien. Et ce repliement auquel on assiste des syndicats sur leur activité interne à l'entreprise, voire à la fédération, etc., fait que je crois que si les syndicats n'ont pas cette activité interprofessionnelle dans leur quotidienne, c'est pas au moment où on quitte le syndicat qu'on va à l'interpro si on n'en a jamais entendu parler pendant 20, 25 ou 30 ans de vie syndicale. Donc là aussi, je crois que c'est vraiment dans la construction interprofessionnelle avec les syndicats qu'on peut après construire des militants qui pourront poursuivre une activité en territoire, sinon ça ne peut pas commencer à la retraite, quoi. Et on ne peut pas avoir des unions locales qui seraient tenues que par des retraités. On n'en est pas là, mais on voit quand même que malheureusement, bien souvent, trouver des actifs pour aller dans les unions locales, notamment, c'est compliqué. Hein. Donc je pense qu'on a aussi là des choses vraiment à réfléchir. Concernant sinon après ce travail ensemble, alors là où on en est au comité régional, pas bien loin, bon, je suis là aujourd'hui, je pense que déjà c'est plutôt un signe encourageant. Je pense que voilà, c'est le début de quelque chose, il me semble. Pas plus tard que demain, nous avons une réunion au comité régional sur les questions de santé. Et notamment, alors c'est venu, les problématiques d'accès aux soins, d'accès à la santé aujourd'hui, etc., qui traversent notre société parce que, bon, je vous passe rapidement, mais il y a un nouveau plan régional santé qui va être édité par l'Agence régionale de santé. Et donc, on a décidé d'inviter, car il sera là demain, les retraités pour là aussi travailler sur ces questions qui, j'espère, après seront redéployées dans les UD, donc nous donnerons l'occasion, parce que je crois qu'effectivement, on a vraiment besoin, là, pour le coup, voilà, de ce travail croisé, profession, territoire,
en l'occurrence là, avec la coordination régionale santé, les unions syndicales départementales santé, les retraités, l'Indecosa sera là, les UD, etc. Pour travailler tous ensemble sur cette question. On ne peut pas la laisser uniquement aux camarades de la Fédération Santé, qui bien sûr ont une réflexion fine là-dessus. Mais je pense que les retraités vraiment sur ces questions d'accès aux soins, et alors la camarade qui parlait des EHPAD, bien évidemment, je pense qu'on a un vrai sujet à traiter en commun là de société, qu'on ne peut pas travailler tout seul au comité régional et tout seul dans les fédérations. Donc j'espère qu'on va réussir quelque chose d'assez foutu là-dessus. Le lien, il existe également par des mandatés. Pierre Yvon, voilà, on est mandaté par le comité régional à l'URSSAF. Ça a été évoqué ce matin, il me semble, nous avons également des gens qui sont mandatés au Conseil économique et social environnemental régional, qui sont retraités. Nous en avons dans les instances de la formation, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de mandatés qui sont retraités, parce que question de disponibilité, parce que pour les actifs, il n'y a pas de droit pour aller... souvent, la plupart des instances, il n'y a pas de droit pour aller y siéger, donc une grande difficulté là aussi à trouver des actifs. Et donc une forte implication des retraités. Alors là aussi, ça ne peut pas marcher que dans l'instance, c'est-à-dire on ne peut pas mandater des gens et puis après, qu'il n'y ait pas de retour auprès des organisations, donc il faut qu'on travaille des choses. Mais quand même, voilà, ce lien, il existe et il est réel, même si après, il faut l'améliorer. Je pense qu'il faut aussi, justement, alors Françoise l'évoquait sur les questions de santé au travail, de maladies professionnelles, etc., il faut aussi refaire le lien avec les mandatés, par exemple, à la CARSAT. La CGT est mandatée à la CARSAT. Voilà. Donc moi d'ailleurs, je ne sais plus. Je suis suffisante, mais je n'ai pas eu l'occasion de siéger. Donc c'est pour ça que. Mais les camarades qui siègent régulièrement, etc., disent que c'est dommage qu'on n'ait pas des meilleurs contacts avec les organisations de retraités, parce que, voilà, sur les questions de maladies professionnelles qui se développent au moment de la retraite. Voilà, sur les questions aussi, il y a des activités sociales, des aides sociales, etc., qui existent par la CARSAT, qui sont souvent méconnues dans les organisations. Et puis il me dit, moi, je pourrais intervenir, on pourrait faire des choses, donc je pense qu'on a... C'est Thierry Sirel, on me connaît ça. Donc je pense qu'il y a des choses avec moi là. Je pense qu'il y a des choses à faire, parce qu'il est tout à fait demandeur de ce genre de choses. Donc on le voit que les liens ils sont là, ils sont insuffisants, mais je pense qu'on est quand même, on est dans la bonne direction, me semble-t-il. Et pour prolonger là aussi, Françoise le disait, moi je pense qu'il faut passer du vivre ensemble qui pour moi n'est pas quelque chose de satisfaisant. Alors j'ai lu récemment, j'avais jamais réussi à retrouver cet article, quelqu'un dans la presse qui disait les vaches aussi elles vivent ensemble. Et donc il voulait dire par là que vivre ensemble, ça ne fait pas société. D'ailleurs, cette notion de vivre ensemble, elle est née avec la montée des communautarismes, etc., qui fait que les communautés, elles vivent ensemble, mais côte à côte, quoi. On se supporte. Alors, des fois, on s'aime bien. Mais vivre ensemble, c'est une chose qu'il nous faut arriver à faire, je crois, aujourd'hui, c'est vraiment travailler ensemble. Et ça, effectivement, c'est passer du dire au faire. Et là, c'est une autre histoire, mais je crois qu'on commence à l'écrire ensemble. Voilà. Bravo. Alors, Jacques Roger. Je me présente, je m'appelle Jacques Roger. Avant, on m'appelait Santiago. Je suis aussi d'origine gitano-manouche. Ancien rédacteur en chef de la Marseillaise jusqu'en 1981 et depuis ci-devant citoyen de l'USR 13 CGT. Ancien membre de la ancien membre du bureau, membre de la commission exécutive, et je suis adhérent à l'USR du centre de vie. Est-ce que j'ai tout dit? Alors je disais que nous sommes depuis ce matin ici pour la résolution. Comment faire vivre la résolution du 51e congrès. Et je vous avoue que depuis ce matin, je suis un peu sur ma faim. Parce que j'avais vu les problèmes de démocratie au sein de la CGT. Comment faire vivre la démocratie, c'est marqué noir sur blanc dans la résolution. Et que je sais qu'il y a eu, ça et là, quelques petits problèmes. Mais je ne vais pas insister là-dessus, puisque personne n'y a fait
volontairement à l'illusion. Mais je crois que j'ai entendu des choses qui, quelque part, personnellement, me font bondir. La notion de travail. C'est vrai que nous ne sommes plus au travail, nous sommes retraités, c'est clair. Mais je crois qu'il serait dangereux, très dangereux, de vouloir couper avec cette notion de travail. Qui fait la transmission des savoirs? Dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Qui transmet le savoir? Et le savoir, c'est aussi le savoir du métier, la transmission du métier aux jeunes. Et beaucoup d'entreprises font revenir les retraités pour transmettre leur savoir aux jeunes. Mais c'est aussi la transmission des luttes. Et cette transmission des luttes, moi qui suis animateur d'une association qui s'appelle Mémoire Vivante, je peux vous dire qu'il y a du boulot, qu'il y a du pain sur la planche. Donc, je crois que la notion de travail, la faire disparaître, c'est un objectif des capitalistes, des gouvernements. La preuve, c'est qu'ils ne veulent pas du tout qu'il y ait référence à cela, y compris dans la notion aujourd'hui des négociations. On nous parle aujourd'hui de salaire universel. On nous parle de la loi travail. Oui, revenu universel. Ouais, c'est aussi pareil dans leur tête à eux. Mais si nous acceptons une fois, une petite fois, de discuter de ça avec eux, on est mort. On est mort. Parce qu'ils ont le pouvoir, tout ce qu'il faut, la presse, et tout ce qu'il faut et tout ce qu'ils veulent pour nous faire plonger là-dedans. Mais nous, on a notre indépendance. En tant qu'homme, en tant que femme et en tant que syndicat. Et nous, on a le droit et le devoir de dire ce que nous voulons et ce que nous voulons faire. Je suis totalement d'accord avec Philippe Martinez quand il dit que tous les candidats sont des fadas et qu'ils ne parlent pas du vrai travail et de la vraie notion de travail et de ce qu'il faut faire pour le travail. Si on les écoute, on va devenir des moins que rien et des espèces de SDF indemnisés au nom d'un salaire universel. Alors je dis non. Où est la notion du travail? Où est la notion de la responsabilité? Où est le nom du savoir-faire, du métier lui-même? Vous souvenez-vous, quand dans les entreprises, les cadres faisaient valoir leur notion de travail, leur responsabilité et leur notion de salaire différencié? Il nous a fallu un temps pour accepter ces choses-là. On les a acceptées. Et maintenant, il faudrait les envoyer à la poubelle? Non, absolument pas. Le travail est une donnée essentielle pour l'homme. J'ai envie de dire que depuis que l'homme est l'homme, il n'est né que par le travail. L'homme est né, il est devenu homme par le travail. Et si ça, on l'oublie, alors on oubliera ce qui nous fait homme, femme. Bien entendu, c'est pareil, dans ce cas-là. Donc, moi je crois que on n'a pas à tergiverser, on n'a pas à écouter les sereines, ceux qui parlent à tort et à travers. On n'a pas à les écouter. On a à dire ce que l'on croit, on a à dire ce que nous sommes, et on a à dire ce que sont nos revendications sur le fond. On a parlé de revenir aux fondamentaux, alors revenons-y, et soyons des hommes responsables, des femmes responsables, et disons ce que l'on veut. Et le congrès du 51e nous dit noir et blanc ce que l'on veut pour aujourd'hui et pour demain. On n'a pas à inventer autre chose. Voilà. Donc moi je crois que c'est ce qu'il nous faut maintenant sur le terrain. Et si j'ai quelque chose à ajouter,
Je n'ajouterai qu'une seule chose, c'est que l'homme est aussi lui-même quand il est lui-même, je m'excuse, quand il est en bonne santé. Et si l'on veut faire son droit à Fillon, faire son droit à Hollande, faire son droit aux autres, quels qu'ils soient, les Valls et les autres, alors mettons-leur en travers de la gorge le texte de 1945 contenu dans le Conseil national de la résistance quand il dit « Nous sommes et nous proposons un système de sécurité sociale permettant à tout le monde de pouvoir vivre quand le travail ne leur donne pas cette possibilité. » Et c'est le fondement de la sécurité sociale. Ce n'est pas simplement d'avoir les remboursements des médicaments. C'est ce qui nous fait être membre à part entière d'une société par le travail. Et quand ce n'est pas possible, alors il faut agir. Voilà, merci beaucoup. Alors, Bernard Prieuré, et ensuite Lucien Gueux. Oui, bon, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Bernard Prieuré, je suis mineur de potasse, et si je suis ici aujourd'hui, c'est que demain il y a une grande réunion au niveau des IEG et des mineurs, s'il y en a. Et j'en ai profité pour faire partie de votre forum de pas trop fort. Oui, je sais, j'ai une forte voix. Ah, les IEG, c'est les industries électriques et gazières. Voilà, tout le monde est au courant. Oui, alors, si je prends la parole aujourd'hui, c'est que... Dallas, à côté de Mulhouse. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est que je ne voudrais pas rentrer en contradiction avec tout ce qui a été dit, parce que tout ce qui a été dit, je le partage forcément. Mais c'est surtout pour vous donner un témoignage, et n'y voyez aucune prétention dans ce que je vais vous dire. Eh bien, je vais commencer tout simplement comme le dire. Alors, il existait une fois la grande famille des mineurs. Alors, la grande famille des mineurs, c'était tout un mot. On naissait à la mine, on mourait à la mine, on vivait dans les cités, on mourait dans les cités, on allait à l'école ensemble dans les cités, et pour ça, je vous dis, voilà, c'était ça la proximité, c'était ça le lieu de vie. Or, il s'est voulu que les mines, un jour ont fermé, et on s'est trouvé uniquement que des retraités. Et c'est pour ça que je prends la parole. Et de cette grande famille, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Eh bien, la grande famille, il n'y a plus que des retraités, alors qu'avant, les retraités étaient unis avec les actifs, parce que le problème des actifs, le problème des retraités était lié sur le truc du régime minier, était lié au niveau de tout ce qui se passait à la mine, donc il n'y avait pas de problème entre les retraités et les actifs, comme on le dit. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'actifs. Et alors, les retraités ont cru qu'ils pouvaient continuer à vivre de la même façon que lorsqu'il y avait la grande entreprise avec les mineurs et tout ce qui s'ensuit. Et on se rend compte que de plus en plus, l'âge vieillit et les gens s'en vont naturellement et on devient de moins en moins nombreux à la mine et on continue à croire qu'on est encore un grand syndicat qui peut se battre tout seul. Or, on se rend compte que ce n'est plus possible. Et alors, les cités de minières sont devenues des cités dortoirs, puisqu'on a vendu les maisons. Il y en a qui les ont rachetées. C'est devenu des logements sociaux. Et on ne s'est pas occupé, nous, en tant que mineurs, que de nos voisins qui venaient, qui étaient peut-être électriciens gaziers, qui étaient peut-être cordonniers, et on n'a pas considéré tout ça. On a dit, nous, la grande famille, on y va et puis on continue à vivre comme ça, alors que maintenant nos cités sont devenues des cités dortoirs où est-ce qu'on se côtoie et qu'on a une grande maison syndicale où est-ce qu'on n'est même pas capable de travailler ensemble. Et si je vous dis ça comme ça, c'est que ce qui est vrai au niveau de l'Interpro est exactement vrai au niveau de la fédération Mine Énergie, où est-ce qu'il y a 3 fédérations qui sont dans la même fédération. Il y a les électriciens et gaziers, il y a le BEA qui est le secteur atomique et il y a les mineurs. Et même dans cette fédération,
on n'est même pas capable de vraiment travailler ensemble, on n'est même pas capable de se voir, on n'est même pas capable de faire des cahiers revendicatifs communs. Et alors, ça devient tellement grave qu'on ne sait plus comment on va marcher, puis voilà, et il y a les mineurs qui commencent à se rendre compte qu'ils vont mourir de leur belle mort, et qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière? Rien. Donc, ce que je venais vous dire, c'est que tant qu'il y a une entreprise, il y a de la vie. Quand il n'y a plus d'entreprise, eh ben, ça meurt, ça s'en va. Et les retraités, eh ben, ils vont avec. Donc, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de contradiction entre les actifs et les retraités, l'entreprise et comment vous allez dire, et les multipros et puis le corporatiste. Il y a des batailles spécifiques où est-ce que les corporations doivent les mener. Il y a des batailles où est-ce qu'il y a des convergences, où est-ce que ceux-là, si on ne les met pas ensemble, eh ben on n'y arrivera pas. Si croire qu'un mineur est plus fort qu'un électricien, ou croire qu'en allant tout seul au ministère revendiquer son petit problème, il y arrivera mieux, je crois que ce n'est pas vrai. Si tous ensemble on n'avance pas et qu'on n'a pas un cahier revendiqué commun pour parler de santé, pour parler de pouvoir d'achat, et d'aller voir même nos préfets, nos sénateurs, à laquelle ils ont fait des grandes promesses, et si on ne va pas leur foutre des coups de pied au cul quand le moment est venu, eh ben on n'obtiendra rien. Voilà, je voulais surtout vous faire un témoignage pour vous dire qu'il faut continuer à se battre en tant que retraité, et évidemment, je terminerai par ça, le besoin d'être syndiqué en étant retraité, eh ben, il y est, il n'y a même plus besoin de se poser la question. Lucien Guay, donc des territoriaux d'Arles. Alors, Lucien Guay des territoriaux d'Arles, ça va? USR Arles et USR 13 également. Sur la collectivité syndicale, bon, je vais pas revenir sur ce qui a été dit, je partage, mais je voudrais ajouter qu'elle dépend aussi largement de la qualité de vie syndicale du syndicat, tant du point de vue de l'organisation démocratique, des débats, de leur fréquence, que du contenu des revendications du syndicat. Savoir si c'est uniquement des revendications strictement locales, attachées, même s'il faut s'en occuper bien entendu, ou si celles-ci sont rattachées à un contexte plus général, national, notamment lorsqu'on est dans la fonction publique. Voilà. Et de ce point de vue, mon syndicat traverse malheureusement un peu une crise, dont d'ailleurs j'ai un peu fait les frais, puisqu'étant le seul retraité membre de la CE de mon syndicat, j'ai essayé d'avancer un peu des arguments là-dessus, mais je me suis fait renvoyer dans mes buts et on m'a même prié, on l'a écrit, de ne plus nuire au syndicat et de m'occuper de mes retraités. C'est avec, comment dire, les tripes qui me retournent là quand je parle, mais bon, mais c'est comme ça. Bon, par rapport à une intervention de notre copain sur le bénéfice des activités culturelles des CE, j'ajouterai qu'encore faut-il savoir, lorsqu'on peut en bénéficier, c'est pas partout, encore faut-il dire de quelle activité culturelle on peut bénéficier, et là aussi c'est mon cas, puisqu'il y a un comité des œuvres sociales, comme dans beaucoup de collectivités territoriales, mais la proposition c'est d'aller au Puy du Fou ou faire les courses au Pertus. Alors bon, voilà, je ne dis pas plus. Sur l'activité de proximité, elle est effectivement essentielle pour rassembler tous les retraités. Et je ne reviens pas sur ce que dit Claude sur l'UL d'Arles. On essaye donc d'y travailler. Et les documents de l'UCR, y compris du Congrès, prennent bien en compte cet aspect. Mais ça manque un peu, alors pas véritablement, c'est parce qu'on demande de recettes, de modes d'emploi, mais en tout cas d'une feuille de route un peu plus précise sur l'outil à mettre en œuvre. Je pense notamment aux unions syndicales de retraités, leur organisation et leur fonctionnement.
parce que c'est un peu heurté à cette problématique. Donc, nous attendons donc du Congrès que de ce point de vue-là, il y ait des éléments de réponse, ou en tout cas des pistes pour pouvoir avancer très concrètement sur ces questions. Merci, Lucien. Donc, le dernier intervenant est Christian. Pas Christian Perrin. Merci, bonjour à tous. Donc Christian Lecor, Énergie 83, donc EDF-GDF. Responsabilité, donc membre de la CE du syndicat actif, membre du bureau du GDR, section des retraités, donc c'est groupement des retraités, EDF-GDF, membre de la CE et du bureau de l'USR Toulon, et entre autres membre du conseil d'administration et du bureau de la CMCS de Toulon. Si je vous dis tout ça, c'est pas pour me faire mousser, c'est simplement pour vous dire que malheureusement, nous sommes en manque de militants, et nous sommes 3 aujourd'hui, mais on est à peu près à 4 à faire tourner à peu près toutes les instances du militantisme du Var. Et donc par conséquent, enfin, en tant que retraité, je parle. Par conséquent, effectivement, c'est une lourde charge. Inutile de vous dire que bon, les semaines sont bien remplies. Je suis pas sûr d'être en retraité. Voilà. Quelques exemples. Bon, nous sommes à peu près 3800 retraités des IEG, donc des industries électriques et gazières dans le Var. On est le premier département où il y a le plus de retraités des FGDF dans le Var. Sur 3800 retraités, nous avons 185 adhérents à la CGT. C'est vraiment 5%, même pas 5%. Donc c'est quand même problématique. Des exemples, la CE-USR, il y a 20 élus. Les dernières CE ont tourné à 7 ou 8 participants. Le GDR, donc groupe des retraités, il y a 15 élus, on tournait à 8 ou 9 participants. Pour la remise des cartes, depuis 2 années à peu près, on a constaté qu'il y avait 50% de participants en moins. Bon. Allez savoir pourquoi. Donc je ne vais pas rester quand même sur une chose négative. On va essayer de positiver, quoi. Il y a des causes à tout ça. Hein. Bon, je ne peux pas vous donner toutes les causes. Je peux vous en donner une. Par exemple, les luttes depuis des années sur nos revendications au niveau des retraités, malheureusement, ont été sans résultat. Il faut le constater. Hein. Et à mon avis, bon, ça, c'est une cause de démotivation. Et des engagements par rapport au militantisme. Alors, on a du mal à recruter effectivement des jeunes retraités pour venir nous donner un coup de main. J'espère que bon, avec le baby boom, là, il y a pas mal de retraités à DFGDF qui vont des actifs qui vont devenir retraités plutôt. Et j'espère que dans ce nombre, eh bien, il y aura des futurs militants, des jeunes retraités futurs militants. C'est ce que je souhaite et j'espère que dans cette salle, tout le monde ne peut pas faire le même constat que moi, parce que sinon ça serait dramatique. Voilà, donc on va tâcher de positiver, on va se dire que avec les nouveaux retraités qui arrivent dans nos structures, on va pouvoir effectivement avoir des militants supplémentaires de façon à nous désengager un petit peu de toutes les instances, parce que là c'est un peu lourd, effectivement. Voilà. Merci de votre attention. Même en ayant des décalages, voilà. Moi, je n'ai plus d'inscrits. Ah, si, Jules, voilà. Donc, je suis Jules Cotte, je suis secrétaire de l'Union locale Saint-Lazare, au 2e et 3e arrondissement de Marseille. Alors, moi, je voulais simplement dire, avant d'être des retraités, qu'est-ce qu'on est? On est des citoyens, on est des hommes, des femmes, des grands-pères, des grands-mères,
des pères et des mères, mettre en exergue, en évidence qu'on est retraité, c'est déjà se mettre un petit peu en marche. Donc moi je suis pas retraité, il me reste quelques mois avant de franchir le pas. Mais je vous garantis que quand je vais le franchir, je ne vais pas me sentir retraité et me battre que pour les retraités. Je vais continuer à avoir une activité générale dans la CGT, en lien avec mon UL, sans inventer une nouvelle structure qui va m'empoisonner l'existence parce que ça viendra faire une strate supplémentaire. Donc le débat qu'on entend là et la notion qu'on met aussi en évidence, on est une force d'appui. On est à force d'appui de rien, vous n'êtes pas une force d'appui, vous êtes une force en tant que telle, dans le mouvement social que vous menez et qu'on mène ensemble. C'est pas comme ça qu'on est considéré. Donc, non mais, alors après, je viens d'entendre, c'est pas comme ça qu'on est considéré, mais c'est une grave erreur. Qui ne considère pas comme ça? Je ne sais pas si c'est au niveau confédéral, fédéral, si c'est dans les syndicats qu'on arrive à pointer ce type de différence. En tout cas, moi, un retraité, pour moi, c'est avant tout un salarié qui a passé le cap et qui est devenu retraité. Peu importe, il passe à autre chose, mais il est encore dans la réalité de la vie. Les revendications qu'on mène, nous tous, que ce soit actifs ou retraités, c'est les mêmes, à quelque chose de près, à quelques spécificités près. On se bat pour du logement, pour de la sécurité sociale, pour de la protection sociale, pour des salaires ou des pensions. Donc je ne vois pas où est la différence entre retraités et salariés. Donc moi, j'ai mis un petit peu pas de recentrer, je n'ai pas cette prétention-là. En tout cas, moi ce que je dis, c'est que dans notre UL Saint-Lazare, tous les retraités ont pleinement leur place. Et que qui viennent nous envahir, il n'y aura pas de souci. Et on combattra ensemble le capitalisme parce que c'est bel et bien ce qu'on doit faire, sans différenciation. Merci de m'avoir écouté. La dernière intervention du camarade nous interpelle quand même. Bien sûr, on a beaucoup de camarades. Qui vont être presque à la retraite. Alors, c'est vrai, le mot retraité, on a eu une initiative avec nos activités sociales au niveau donc, des électriciens et des gaziers, et on a eu la participation d'une sociologue. Et c'est vrai que dans le mot retraité, il y a effectivement le retrait. Voilà, mais ça c'est ce qu'on veut, voilà. Hein, bon. Et donc, je trouve que l'intervention du camarade, il a du mal à effectivement penser que. Alors il le dit en même temps. J'étais salarié, je vais être retraité, et donc je vais continuer tout qu'on fait. Je suis citoyen, mais bien sûr qu'on est citoyen, évidemment. Hein, et d'ailleurs, moi je pense qu'effectivement notre syndicalisme retraité. Moi, je dis toujours, il flirte un peu avec les deux. Hein, c'est-à-dire, oui, on continue pour certains et certaines, avoir des revendications de type professionnel, parce qu'on a je ne reviens pas sur ce qui a été dit, etc. Mais on a de plus en plus, parce qu'on est sur notre lieu de vie, on a de plus en plus des revendications sociétales. Et donc, je veux dire que, mais on peut, et justement, la CGT est également sur ce revendicatif-là. Et que donc, dire je vais garder, et quelque part, je vais jusqu'au bout de ma réflexion, et que l'intervention du camarade, mais c'est une négation de notre syndicalisme spécifique. On va tout régler dans la CGT. Et donc on n'a pas besoin, comme on l'a dit, on n'a pas besoin de syndicalisme spécifique, on n'a pas besoin de syndicalisme ingénieur, cadre et technicien, on n'a pas besoin de syndicalisme spécifique retraité, on va tout régler dans la CGT. Et ça, je pense que ça fait aussi partie du débat. Voilà, excusez-moi, son intervention m'a un petit peu, on a échangé comme ça avec Cathy, voilà, donc je me suis permis qu'ensemble on ait cette petite réflexion. Voilà, je vais passer la parole à Cathy. Alors, j'ai essayé D'abord, je voudrais dire qu'il me semble que l'on peut être satisfait, moi je le suis, alors que je parle, moi je suis satisfaite de cette journée de discussion.
Je trouve qu'on a eu des échanges riches d'une certaine hauteur. Et en même temps, bon, on a permis, il y a quand même 30 camarades qui ont pu s'exprimer et dire comment ils vivaient le syndicalisme retraité et quelle conception aussi. On voit bien également qu'on a des approches par moments différentes. Et en même temps, on sait qu'on a le même but. Sauf que on a un défaut. Enfin, le mot, il n'est peut-être pas bon. Hein. On a une espèce de défaut de système de balancier. Alors, je ne sais pas qui c'est qui l'a évoqué. On est toujours en balance. Et là, moi je trouve qu'on parle trop, enfin, on dit trop que les retraités, on est déconnectés des actifs, qu'il ne faut pas se couper des actifs, qu'il ne faut pas avoir ça, etc., etc. Moi, je pense que dans ce qui est ressorti du débat, il y a bien la réaffirmation de ce lien permanent avec le monde du travail, parce que tout simplement, nos pensions est un salaire socialisé qui nous lie définitivement comme dans un couple avec un conjoint. Encore qu'on peut divorcer, mais là, on ne peut pas c'est un mauvais exemple. Après le Brexit, ça nous lie définitivement. Et ça nous lie définitivement, mais parce que tout ce que l'on a acquis, François a présenté ce qui a été acquis dans son entreprise sur les questions de l'amiante, etc., découvert après le départ de l'entreprise, qu'avec la lutte, ils ont gagné. Ce qu'on disait tout à l'heure avec la loi El Khomri, où de façon massive les retraités y étaient, mais non pas en solidarité avec les actifs, certes, parce qu'ils y avaient intérêt. Parce que la loi El Khomri, je ne vais pas le redire, tout le monde le sait, c'est cette loi de précarité où il n'y aura plus de travail, où on licenciera, etc. Mais moi, c'est ce qu'on a dit, nous, chez nous, et d'autres ailleurs. Qui va payer les retraites? Comment on va les payer? C'est pas le capital qui va nous les payer, hein? On est bien tous d'accord. Donc là, y compris la loi El Khomri, elle nous lie au monde du travail. Et donc, voilà. Mais je crois que ça, on l'avait tous compris, puisque quand on regarde la participation des retraités, ils y étaient de façon très massive. Ensuite, je voudrais dire aussi que donc notre attachement, notre origine de l'entreprise, etc., se poursuit. Et il se poursuit chez nous parce qu'on était syndiqués déjà en entreprise et que naturellement, on va dire comme ça, on a poursuivi parce qu'on était convaincus de la nécessité. Pour autant, on n'est pas tous au même niveau de conscience. On n'adhère pas à la CGT tous avec peut-être les mêmes repères. Et lorsque Émilie le disait bien, on est passé actuellement dans une société tellement dégradée que même le syndiqué, il quitte l'entreprise et il dit ouf, je m'en vais, je me casse et je ne veux plus en entendre parler. Et en même temps, je ne veux plus entendre parler de l'entreprise et j'entends plus parler aussi du syndicat. Donc ça aussi, il faut qu'on le prenne en compte, de mon point de vue. Et ça nous oblige, quand même, on est bien d'accord pour dire aussi que notre réalité de vie, elle ne se répartit plus, comme avant, entre un temps en entreprise et un temps hors entreprise. Aujourd'hui, notre réalité de vie, c'est tout hors entreprise. Et ce temps-là, comment on l'utilise? Donc, dans les camarades qui sont dans des sections professionnelles, avec une activité revendicative, mais c'est normal qu'ils y restent, hein? Parce que la première des choses, quand on se syndique, c'est pour défendre ses intérêts, hein? Qu'on soit actif ou retraité. Donc c'est normal qu'ils y restent. Mais après, il y a d'autres sections, entités retraitées, mais où il n'y a pas de vie syndicale, de vie revendicative. Et je ne sais pas qui, je crois que c'est Roland ou un autre qui disait, mais ça nous ramène à notre qualité, la continuité syndicale nous ramène aussi à notre qualité de vie syndicale. Donc tous ces éléments concourent à travailler
ou avoir une diversité, je vais le dire comme ça, de champs, mais ça ne veut pas dire que on bascule, on laisse tout ce qu'on a fait avant, on le poursuit. Et donc on n'est pas dans une opposition. C'est ça qu'il faut vaincre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et je pense que dans la CGT, quand le camarade, je ne sais plus lequel, il s'est fait jeter là, mais il faut bien mesurer qu'on n'en est pas tous là. Et que chez les actifs, non plus. Mais parce que nous-mêmes aussi faisons un effort sur nous. Lorsque nous étions actifs, nous ne pensions pas à la retraite. Pas un brin. Il faut quand même qu'on soit lucide et honnête. Donc on ne peut pas reprocher aux camarades actifs de ne pas s'occuper. Par contre, comme nous sommes plus nombreux de retraités en bonne santé et qui sont syndiqués, etc., nous devons être, je pense, les aiguillons, alors aiguillons c'est gentil, hein, dans notre activité, mais avec nos camarades actifs, sur des champs revendicatifs qui sont transverses. Parce que, comment il s'appelle? Jules, il parlait, on se bat sur le logement, etc., etc. Oui. Mais honnêtement, camarades, et alors là c'est vrai hein, qu'il faut se dire, combien de fois dans les syndicats on a porté ce type de revendication? Sauf peut-être dans les secteurs professionnels qui étaient au cœur du métier. Bon, cela oui, mais de manière générale, non. Parce qu'on avait d'autres priorités et que le capital et le patronat, qui en est son bras, il sait aussi nous faire plier et nous attirer sur un sujet qui est le sien et nous contraindre à nous. Donc ces revendications-là, donc, elles sont aussi portées de façon un peu plus spécifique. Et qu'aujourd'hui, les retraités, quand on nous oppose, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a une volonté du capital, moi je dis, de nous opposer les générations. Les jeunes, les retraités, les jeunes. Les retraités, il a une retraite plus forte que le jeune salarié. Le retraité, il est riche, il a une maison. Mais il a travaillé 40 ans. Il a un salaire plus élevé, mais il a travaillé 40 ans. Et moi, je vous le dis, quand on était salarié, est-ce qu'on n'a jamais mené cette bataille de la fiche de paye, de la qualification, etc. On l'a menée. Chez les retraités, c'est pas vous, ça. Je suis désolée, hein. On n'ose pas en parler. Et on n'ose tellement pas en parler qu'il y a parfois, quand on a voulu essayer, Marie-Isabelle lève un peu la tête, mais quand on a voulu essayer de parler du budget de vie et de voir, d'essayer, mais les camarades, ils avaient du mal, on n'a pas réussi. Donc, il y a aussi ces questions-là. Et en même temps, on est contraint à, je veux dire, à pédaler toujours plus vite, parce que le capital, lui, il est armé, il a les moyens, et il a les moyens de nous faire courir. Donc, et ces 16 millions de retraités, on a besoin d'aller les rencontrer. Et où on les rencontre? Là où on habite, hein, c'est aussi ça. Hein. Donc, moi, je pense que si on doit retenir quelque chose, enfin, des éléments, tout ce qui a été dit était riche. On ne peut pas tout remettre, c'est enregistré, ça va. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a besoin, cette réaffirmation dont on parlait, de cette situation du retraité qui a tout son temps hors de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il tourne son dos. Mais en même temps, il est obligé, il va vivre autrement les choses. Donc là aussi, pas de coup de balancier, essayons de mener de pair, et sur de pair, ces deux champs. Et en même temps, que la CGT, cette question de ces nombreux retraités, enfin ces 16 millions de retraités, si la CGT ne s'en occupe pas, si elle ne le prend pas en compte comme elle sait prendre en compte des choses, c'est qui va prendre en compte? Voilà, le patronat, la droite, etc. D'ailleurs, ils commencent, ils ont fait. Donc nous aussi, on a une responsabilité, et pas que nous, les retraités, parce qu'on ne pourra pas le faire tout seul. C'est pour ça qu'il faut, je pense, continuer à discuter, à s'expliquer, même avec nos camarades actifs, parce qu'il y a des actifs qui nous disent, mais quelles revendications vous avez? Donc, bon, mais c'est normal, donc il faut prendre ce temps-là. Et je dirais aussi que quand Émilie pointait, en fait, le vivre ensemble, c'est ce qu'on dit, mais en fait, c'est travailler ensemble, je crois que ça, c'est au moins ce qui ressort fortement
de nos discussions d'aujourd'hui. Moi, c'est un peu ça, si vous voulez, les éléments que je voulais mettre en évidence en disant que, bon, j'aurais pu tout dire, tout noter, noter on a noté, mais tout redire, c'est peut-être un peu plus compliqué. Moi, ce que je trouve quand même une étape importante, j'en suis convaincue, alors je vais essayer de vous convaincre, c'est que quand même, au bout de X années et de X congrès, la résolution retraitée est une grande étape, de mon point de vue, pour la CGT. Alors là aussi, c'est pareil, on est un peu impatient, hein, c'est normal, mais que notre impatience, elle nourrisse les arguments, la conviction auprès de nos camarades pour mener de front ces éléments. Après, nous sommes dans une idée où il faut reconnaître que l'activité retraitée, elle est de la même manière portée, elle était portée dans le cadre du Congrès. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on a une chance, est-ce qu'on n'a pas une chance? Moi, je pense qu'on a une chance. Ça ne veut pas dire que tout est bien fait, que tout est bien réalisé. Voilà. Mais à nous de faire progresser par les arguments le positionnement. Et non pas de dire, parce qu'il y a des copains qui disent, ouais, mais on est un peu cloisonnés et retraités. Et moi j'ai envie de dire, quand on était salarié, quel que soit l'endroit, que ce soit dans le privé ou dans le service public, quand on partait, qu'on allait s'adresser, qu'on faisait des tournées de service, on parlait à tout le monde, mais par moments on avait des chants en disant, bon, la copain, on va aller chez les employés et on va travailler avec eux, etc. Et ça, c'était quoi? Quand on a décréé le syndicat de l'UGIF, c'était quoi? Cette spécificité, elle est bien réelle, elle est bien nécessaire aussi. Ça correspond bien à une réalité. Donc, par moments, j'ai l'impression qu'on s'enferme nous-mêmes, c'est nous qui nous enfermons dans notre tête, parce qu'on a peut-être une crainte, quelque part, de dire, bon, c'est plus la CGT qu'on a connue. Et oui, mais elle est différente. Là. Nous, on a un autre champ à intervenir. Voilà, ça ne veut pas dire. Voilà, j'ai été un peu brouillon. Je vous remercie de tout ce que vous faites. Alors, on peut remercier aussi notre camarade Jules, parce que c'est grâce à lui que nous avons cet espace. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite bon retour.